Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir pour philosopher un peu à l'heure bleue. Nous traitons ensemble le sujet le désirable et nous abordons donc la fin de notre réflexion, c'est-à-dire la fin du troisième axe, ces paragraphes 2 et 3. Ce troisième axe abordait la question du désirable, non pas sous l'angle de l'objet mais du sujet. En effet, il n'y a de désirable que parce qu'il y a des sujets désirants qui élaborent ce désirable. Et la fois précédente, nous avions traité du premier moment de ce troisième axe, en suggérant que le désir était essentiellement convoitise, c'est-à-dire un désir qui est en lien avec autrui. Lorsque je désire, ce qui pour moi est désirable est d'abord ce qu'autrui désire, ce qu'il convoite, ce qui me met dans un rapport concurrentiel avec ce dernier. Autrement dit, nous voulons tous les deux la même chose. Mieux, c'est parce qu'autrui a regardé cet objet qu'il est devenu désirable à mes yeux. C'est lui qui le fait advenir comme désirable pour moi. Telle était notamment la thèse du philosophe René Girard, qui avait abordé le désir en montrant qu'il était une relation triangulaire, non pas entre moi, sujet désirant, et l'objet désirable, mais entre moi, sujet désirant, l'objet désirable, et un tiers, qu'il appelle le rival, et qui se met à désirer le même objet que moi, ou qui peut-être m'a fait désirer cet objet parce qu'il le désirait avant moi. Nous pourrions aller même plus loin. Au fond, l'objet n'est que le prétexte pour introduire une relation intersubjective entre moi et l'autre. Le désirable n'est pas si important quand on y réfléchit. Ce qui est important, c'est que je sois reconnu par autrui comme celui qui peut accéder à cet objet que lui-même convoite. J'ai besoin de son regard porté sur moi, un regard envieux, peut-être jaloux. En tout cas, plein d'admiration, puisque je viens d'obtenir l'objet de son désir. Si cet objet est donc assez peu central dans cette relation, si la vraie relation n'est pas celle d'un sujet désirant à un objet désirable, mais celle qui unit deux sujets désirants entre eux, qui cherchent à se reconnaître mutuellement, alors peut-être que nous pourrions émettre l'hypothèse que l'objet lui-même puisse absolument disparaître de cette relation. C'est ce que je vais aborder en montrant que c'est moins la présence d'un désirable qui est importante que son absence relative. C'est cette absence même peut-être qui suscite le désir ou transforme le besoin en désir. Ici, on en arrive à ce point où l'objet désirable existe bel et bien, mais ne ressemble que de loin en loin à l'objet réel, puisqu'il a été magnifié par le désir. Il a été magnifié par le désir puisque l'autre le désire et me le fait voir de manière plus belle, plus grande qu'il n'est, mais aussi parce qu'au fond, je pourrais très bien prendre n'importe quel objet à partir du moment où il me permet d'introduire cette relation à l'autre qui m'est plus précieuse que tout. L'objet présent est-il bien nécessaire pour que le désir naisse ? Voilà la question que je me suis posée. On sait que l'on désire aussi des objets invisibles, des objets qui se cachent. Peut-être les désirons nous-mêmes mieux ou plus que ceux qui sont là, que ceux qui sont présents. Cette idée vous paraîtra peut-être un peu saugrenue, mais elle n'est pas sans signification. En effet, nous avons parlé dans un cours précédent du corps nu de Brigitte Bardot sous le regard de Godard dans le film Le Mépris. Cette nudité faisait que Bardot était là, la femme était là, dans sa pure présence corporelle. Elle détaillait chacune des parties de son corps et mesurait l'effet de chacune sur son partenaire. Il nous était paru évident dans cette première partie que l'objet était là dans sa présence, le désirable existait. Or précisément, il est des éléments de séduction qui consistent non pas à montrer, à dévoiler, à dénuder, mais au contraire à occulter, à faire disparaître ou à cacher l'objet. Ce peut être un moyen d'activer un désir plutôt qu'un besoin. En effet, le désir, avons-nous suggéré dans une partie précédente, mobilise le travail de l'imagination. C'est l'imagination qui nourrit le désir. Autrement dit, ce n'est pas tant le désirable, un objet qui active le désir, que son absence. Parce que l'objet est absent, nous nous en formons une image mentale, plus ou moins d'ailleurs idéalisée. Il y a basculement du réel vers le possible.
C'est-à-dire, si l'on transpose à ce que je viens de vous suggérer à propos du corps nu de Brigitte Bardot, il y a eu basculement depuis le corps vu au corps imaginé. Et c'est sans doute cela qui est propice à un accroissement de l'élan vers l'objet. Je le reformule plus simplement, c'est cela qui serait propice à l'élévation de notre désir, à l'accroissement de notre désir. Nous aurions davantage de désir à l'idée de l'absent que face au présent. Et nous entrerions de plain-pied dans ce qui caractérise le désir humain en propre, par opposition à un pur élan vital partagé avec les animaux, par exemple. Le philosophe Immanuel Kant a revisité, dans son ouvrage de 1786 intitulé Les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, le fameux récit biblique de la Genèse et en particulier du péché originel. En effet, dans cet épisode, les deux personnages d'Adam et Ève vont choisir d'occulter leur corps en cachant chacun leur sexe derrière une feuille de figuier. Je vous rappelle d'abord, avant de lire un passage de Kant, le passage de la Genèse auquel je fais allusion. C'est le passage de la Genèse 3, versets 6-7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Il est très possible, d'après Kant, d'interpréter ce passage comme l'opposition entre une reproduction commune à tous les êtres vivants, un besoin de reproduction, multipliez-vous, dit la Bible, et quelque chose qui est d'un autre ordre et qu'on pourra appeler sexualité, qui n'est pas la reproduction. Car la reproduction est nécessaire et instinctive, portée par l'idée de fabriquer un nouvel être, de persévérer dans l'existence, alors que la sexualité se rattache à un désir gratuit. On ne fait pas l'amour pour se reproduire, on fait l'amour pour d'autres raisons, qui sont des raisons non liées à des besoins instinctifs, mais au désir très précisément. Et lorsque cette simple reproduction nécessaire et instinctive se transforme en sexualité, entendre par là lorsque le désir s'éveille, au même moment, la pudeur s'est éveillée, la raison morale s'est installée en l'être. Et c'est pour cela qu'il ruse pour cacher sous sa feuille de figuier sa génitalité. Je vous lis le passage qui, dans ce texte de Kant, interprète l'épisode de la Genèse. Juste après l'instinct de nutrition, par lequel la nature conserve chaque individu, le plus important est l'instinct sexuel, grâce auquel la nature pourvoit à la conservation de chaque espèce. La raison, après son éveil, ne tarda pas non plus à manifester son influence sur celui-ci. L'homme trouva bientôt que l'excitation sexuelle, qui chez les animaux repose seulement sur une impulsion passagère et la plupart du temps périodique, était susceptible pour lui de se prolonger, et même de s'accroître, sous l'effet de l'imagination, qui fait sentir son action avec d'autant plus de mesure sans doute, mais aussi de façon d'autant plus durable et plus uniforme, que l'objet est soustrait au sens, ce qui évite la satiété qu'entraîne avec soi la satisfaction d'un désir purement animal. Dans ce texte de Kant, extrait donc des conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, un opuscule de 1786, il apparaît une très jolie distinction entre l'instinct sexuel chez les animaux et la sexualité humaine. En effet, l'homme veut faire durer ce qui, chez l'animal, n'est qu'une impulsion passagère et périodique, allusion sans doute à la saison des amours, aux rutes. L'homme n'est pas un être de besoin ni de rutes. Il veut prolonger le plaisir. Il veut même accroître le plaisir sexuel. Et cela, il va le faire, dit-il, sous l'effet de l'imagination. Il va soustraire l'objet de son désir à ses sens, au lieu de l'avoir devant lui et de le sentir, de le toucher. Il va se le représenter mentalement. On comprend ici que Kant joue sur l'étymologie du mot désir que j'ai été amené à aborder avec vous et que je vous rappelle. Le désir, c'est le fait d'être éloigné, dé en latin, de l'étoile, sidera, desidera, le désir.
Il y a donc nécessairement une grande distance entre l'être désirant et l'objet de son désir éloigné de lui. Ici, on pousse cette idée jusqu'à son comble en suggérant sa disparition pure et simple. L'objet n'est plus là, et c'est précisément cette absence qui fait naître ou entretient le désir. En effet, si l'objet est là, que le désirable est à disposition, alors il n'est point besoin de le désirer, il suffit de le consommer. Raison pour laquelle la séduction ne consiste pas à se mettre nu. Jamais les personnages des liaisons dangereuses que sont Valmont ou la Merteuil n'utilisent de ce recours pour séduire. Au contraire, ils s'habillent, ils cachent. Quiconque se dénude, ou se dénude trop, ruine l'idée même de susciter un désir. Plus encore si l'on donne tout son désirable à voir, en se mettant complètement nu, nu par l'âme, en disant trop tout de suite, ou en montrant son corps, on sera l'objet d'une satisfaction au mieux immédiate, ce qui bien sûr peut être recherché, c'est le coup d'un soir, ce qu'on appelle le plan cul. Bon. Mais derrière ce désir pulsionnel très bref, peut-être espérons-nous être désirés longtemps. La beauté qui se cache suscite un émoi plus durable. L'argument du temps est ici central pour bien distinguer l'impulsion en général du désir. La suite du texte de Kant est assez explicite sur ce sujet, je vous la lis. La feuille de figuier fut donc le résultat d'une manifestation de la raison bien plus importante que toutes celles qui étaient survenues antérieurement au tout premier stade de son développement. Car le fait de rendre une inclination plus forte et plus durable, en retirant son objet au sens, dénote déjà une certaine suprématie consciente de la raison sur les inclinations, et non plus seulement, comme au degré inférieur, un pouvoir de les servir, sur une plus ou moins grande échelle. Le refus fut l'habile artifice qui conduisit l'homme des excitations purement sensuelles vers les excitations idéales, et peu à peu, du désir purement animal à l'amour. Et avec l'amour, le sentiment de ce qui est purement agréable devint le goût du beau, découvert d'abord seulement en l'homme, puis aussi dans la nature. Nous allons commenter ce passage en insistant sur quelque chose qui est l'usage de la raison ici. Un peu surprenant, il y a comme un calcul qui est élaboré par les premiers hommes, le calcul de la capacité du désir à durer davantage s'il est entretenu par l'absence de son objet que s'il est face à l'objet et donc éphémère. Entre l'objet du désir, que nous avons appelé le désirable, et le désirant, la raison interpose un écran, une médiation, qui opère sur le désir une sorte de transmutation, puisqu'il devient peu à peu un désir humain, durablement ressenti et aboutissant donc à l'amour ou au plaisir esthétique pur. L'enjeu ici est de suggérer que le désirable peut très bien ne pas le rester très longtemps, lorsqu'il est notamment un désirable très visible, mais qu'il peut perdurer comme désirable lorsqu'il est dissimulé ou caché. Dans la pièce Tartuffe, le personnage de Molière demande à Dorine de cacher ce sein que je ne saurais voir. Il réagit face à ce sein comme face à un désirable irrésistible et demande sa disparition pour ne pas avoir à le désirer. Kant rabattrait la proposition de Tartuffe du côté d'un désir animal. Car c'est tout le contraire qui se passe lorsqu'on est homme. C'est de cacher qui fait naître le désir et l'entretien. Couvrons-nous de vêtements, cachons le fond de notre âme, soyons secrets, mystérieux, ne révélons pas tout, laissons l'autre nous désirer, c'est-à-dire respirer un peu sans le coller, faisons-nous absence et acceptons son absence. Nous venons de voir donc que le désirable est l'absence, que le désirable produit le désir en faisant défaut. Nous pourrions aller encore plus loin en suggérant que toute la ruse du désir est de se viser lui-même. De se viser lui-même plutôt que le plaisir, la satisfaction ou la consommation de l'objet désirable. L'hypothèse que je vais donc développer pour achever cette réflexion est que le vrai désirable est le désir. Ce que nous cherchons, ça n'est pas un objet désirable, même lointain, même absent. C'est à désirer toujours et encore. Nous nous voulons désirants, nous désirons le désir même.
Qu'est-ce que la dépression, si ce n'est la disparition même du désir? Vous vous levez un matin, enfin même vous n'arrivez pas à vous lever un matin, parce qu'aucune force, aucun élan vital, aucun désir ne vous habite. Il est possible, et c'est une épreuve extrêmement douloureuse, de se sentir absolument sans désir. Dans ce rapport, nous comprenons que le désirable est très secondaire, puisque ce que nous aimerions, c'est pouvoir continuer de désirer. Le désirable alors ne nous apparaît que comme ce qui permettait le maintien du désir en tant que tel. Pourtant, nous comprenons que ça n'est pas de cela dont il s'agit. L'individu qui sombre ainsi, on lui propose 1001 objets susceptibles de l'éveiller ce désir et pourtant rien ne vient. Comme si tout partait de cet élan premier qui doit être au cœur de l'être. C'est ce que Spinoza appelle conatus, un élan vital qui est le propre de l'être vivant et qui disparaît lorsque l'on meurt un peu à la vie, à l'existence. Le désir, c'est l'acte de désirer. Et une fois que cet acte est là, il se déploie dans des activités diverses. Le désir est inséparable des activités qu'il engendre. Et en même temps, il en est le point de départ. Le philosophe contemporain Jean-Luc Nancy, dans un texte de 2001 intitulé « L'ilia du rapport sexuel », écrit ces mots limpides sur ce sujet. Ce que le désir désire n'est pas placé devant lui comme en face de lui, mais fait partie de son mouvement désirant. Dans cette formule, Jean-Luc Nancy considère que le désir se désire lui-même. Nous sommes désespérés lorsque nous ne sentons plus en nous cette capacité du mouvement désirant dont il parle. Il n'est donc rien de plus précieux et de plus beau que de sentir en soi l'animation au cœur, dans les membres, de ce désir en nous, de cet élan qui fait de nous des êtres vivants. Et peu importe au fond que cet élan se porte vers des objets qui sont jugés par les uns, par les autres, désirables ou indésirables. Sentir monter le désir pour le corps de quelqu'un qui, au vu de la société et de ses goûts, n'est pas désirable, importe peu. Ce qui compte, c'est de se sentir désirant. Je désire un objet que personne n'aime? Je désire quelque chose qui a l'air d'être un indésirable? Qu'à cela ne tienne, j'assume cette part du désir en moi, car je me sens vivant lorsque je le désire. Le philosophe allemand Nietzsche résume très bien cette idée, cette proposition, dans son ouvrage Humain trop humain, lorsqu'il déclare « On en vient à aimer son désir, et non plus l'objet de son désir. » Vous le voyez, nous nous sommes déplacés un peu. Le désirable n'apparaît pas comme le cœur de notre réflexion. C'est le désir qu'il est. Nietzsche appelle grand désir un désir qui fait fi de cette question du désirable ou de l'indésirable. La question n'est pas de savoir discriminer le bon ou le mauvais, le désirable, l'indésirable, le laid ou le beau. Il s'agit seulement de se sentir grandement vivant, et c'est pour cela que Nietzsche appelle ce désir-là le grand désir. Qu'est-ce que le grand désir chez cet auteur? Eh bien, le grand désir consiste à ne plus discriminer, ni incriminer le désirable et l'indésirable, mais à accepter que le désir puisse être tantôt satisfait, tantôt frustré, prendre le tout du désir, ses bonheurs, ses malheurs. Voilà qui est véritablement vivre, qui est adhérer à la vie. Ne pas faire la guerre contre les éléments présumés indésirables que seraient la laideur, la maladie, mais au contraire adhérer à la vie dans toutes ses dimensions, ce qu'il appelle d'une formule latine amor fati, l'amour de ce qui advient. Il s'agit d'aimer la vie même dans ce qu'elle a de plus odieux, de plus désagréable. Il ne faut pas rejeter de cette vie ce qui nous en déplaît, au motif que cela nous déplaît. Il faut affirmer la totalité de ce qui arrive, ce qui ne veut pas dire de renoncer au jugement, par exemple entre le bon et le mauvais ou les questions éthiques, mais de rejeter l'absolu des valeurs, le bien avec un B majuscule, le mal, l'indésirable avec un I majuscule ou le désirable avec un D majuscule. Ces dualismes, Nietzsche les critique
parce que ce sont eux qui autorisent souvent, à l'opposition un peu radicale et caricaturale entre le corps et l'esprit, l'un étant indésirable, l'autre très désirable, entre une vie d'ici-bas souffrante, indésirable, et une vie de l'au-delà sans souffrance. La promesse d'un paradis, la promesse eschatologique, repose sur une absolutisation du bien et du mal qui fait que l'on rejette des biens et l'on rejette des maux qui font partie de la vie et de son enrichissement. Nietzsche estime que ceux qui condamnent le désir à travers des indésirables condamnent la vie. Peut-être sont-ils trop faibles pour assumer et vivre leur désir. Nietzsche en arrive même à concevoir que l'affirmation de la vie, à laquelle il tient tant, revient à aimer le christianisme, qu'il juge cependant responsable de cette absolutisation du bien et du mal. Il faut aimer même son ennemi en quelque sorte. Il faut aimer celui-là même qui déprécie la vie, sans quoi l'on tombe dans l'incohérence. Même ceux qui détestent la vie sont des vivants. Nietzsche va jusqu'à tolérer et souhaiter aimer ceux qui calomnient la vie, car ils appartiennent donc à la vie. En critiquant l'Église, on ne ferait que tomber dans une façon étroite de moraliser. On lancerait un absolu contre un autre. Il ne s'agit pas chez Nietzsche de diaboliser Dieu, car ce serait encore absolutiser le désirable ou l'indésirable. C'est pourquoi l'amor fati, ce serait autant aimer et désirer une chose que son contraire. Il propose par exemple d'aimer autant le musicien Wagner, qu'il associe à la maladie, à la pesanteur germanique, que Bizet, qu'il associe à la santé et à la légèreté. Il faudrait autant aimer Schopenhauer et son pessimisme radical que s'en séparer pour affirmer quelque chose de plus joyeux. Le désir manifeste une volonté de puissance affirmative qui affirme la vie dans toutes ses dimensions. Je vous propose donc de conclure cette réflexion, et notamment à partir d'une très belle phrase de Blaise Pascal dans Ses pensées. Cet auteur du XVIIe siècle a consacré à la notion de divertissement une de ses pensées, dans laquelle il écrit cette phrase magnifique. « Ils ne savent pas que ce n'est que la chasse et non la prise qu'ils recherchent. » Dans cette formule, nous comprenons que nous aimons le désir pour lui-même, la chasse en tant que telle, et non la proie, la prise de cette chasse. L'objet importe moins en lui-même que l'élan du désir. Il est le vrai créateur des valeurs, il est donc le vrai créateur du désirable. Si bien que se centrer trop sur le désirable est une manière d'ignorer ce qui, dans le désir, nous satisfait le mieux. Le mouvement du désir, son élan même. Dès lors, nous pourrions ouvrir sur la question de notre société et de sa capacité à produire ce désir toujours vivant, ou au contraire, à le déconstruire, peut-être à le faire mourir. Se balader dans les rayonnages d'un grand supermarché n'est pas un geste anodin. Parfois, nous y sommes désœuvrés. Il y a peut-être trop de désirables, ou du moins d'objets réputés tels. Et nous nous retrouvons dans un état de dépression du désir, de perte de pression littérale du désir. Il n'y a pas de destruction plus radicale du désir que lorsque l'objet est trop là, lorsqu'il y a du trop-plein, lorsque nous n'arrivons plus à manquer de quoi que ce soit. Une société sans manque est une société qui perd le plaisir de désirer. La société de consommation a trouvé un expédient qui est de produire toujours plus de nouveaux objets pour relancer notre désir moribond. Pas sûr que cela suffise à éveiller le grand désir nietzschéen, celui qui s'accordait de toute la part de négativité de la vie. Dans une société qui ne veut que du divertissement et du plaisir, qui refuse toute la partie dite négative et non désirable de cette dernière, qui ne veut plus d'épreuves, qui ne veut plus de travail, de souffrance, de contraintes, qui refuse de voir la maladie, le handicap ou la mort en face, qui cherche à aseptiser toute la partie de négativité de l'existence, qui refuse d'entendre la souffrance, qui refuse qu'elle existe, la cache, l'éloigne ou la soigne. Dans une telle société, sommes-nous encore capables de grands désirs ?
Cette réflexion s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Je vous dis à très vite sur Athénée Noctua, dans un nouveau format, puisque comme je vous l'ai annoncé la semaine précédente, je vais interrompre un petit peu ces dissertations longues, car j'ai besoin de me centrer sur mon travail de professeur en classe préparatoire. J'ai 2 programmes à monter, c'est lourd, chronophage, donc je vais être raisonnable en vous proposant des rendez-vous plus succincts, plus rapides, qui porteront sur le commentaire d'une citation philosophique ou d'une œuvre d'art, notamment à travers les 2 thèmes que je vais aborder avec mes étudiants l'an prochain, faire croire et la violence, en espérant que ces 2 propositions vous plairont. Je vous dis à très vite sur Athénée Noctua pour philosopher un peu ensemble à l'heure bleue.